Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Émanciper ou contrôler, c'est la question que pose le géographe de l'éducation Pascal Clerc dans son essai. Il sera avec nous dans quelques minutes. Explorer la presse des 7 ans, c'est ce que propose Taco Kids avec un magazine ludique pour les enfants de 7 à 12 ans. On en parle dans la seconde partie de l'émission avec la cofondatrice. Dans sa chronique, Louisa Garotière nous emmène au Canada qui restreint son accès aux étudiants étrangers. Mais tout de suite, place à l'actualité de l'éducation avec Louisa. Bonsoir Louisa. Bonsoir Virginie. On ouvre ce journal avec le collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine qui a enfin adopté le nom du collège, Samuel Paty. Oui, nous en parlions la semaine dernière. Le collège du Bois d'Aulne nous enseignait le professeur d'histoire-géographie Samuel Paty, décapité par un terroriste le 16 octobre 2021, va adopter le nom du professeur. Après de nombreuses sollicitations de la part des habitants, hier la décision a été prise. On peut lire sur le compte X de Laurent Brosse, maire de Conflans, le message suivant. Le conseil d'administration du collège Le Bois d'Aulne de Conflans-Sainte-Honorine a voté pour le changement de nom de l'établissement en collège Samuel Paty, un symbole fort près de 4 ans après l'assassinat de Samuel Paty. Ce vote sera ensuite soumis au conseil municipal de Conflans-Sainte-Honorine avant d'être définitivement adopté par le conseil départemental des Yvelines. On se rend dans un autre établissement scolaire à présent, le collège Pablo Neruda d'Aulnay-sous-Bois, où des sections attractives ont été mises en place afin de renforcer la diversité sociale. Excellence mathématique, ateliers scientifiques, latin, ce collège en éducation prioritaire renforcée bénéficie du plan attractivité des collèges de Seine-Saint-Denis, déployant cette rentrée par le département et le rectorat de Créteil. Deuxième quartier prioritaire de la ville le plus habité de France, les cités voisines concentrent les trafics de drogue, 70% de logements sociaux, 40% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Ce sont les chiffres que l'on peut lire dans un article du Monde. Et alors que pensent les parents de cette nouvelle disposition ? 20% des élèves du secteur ne poursuivent pas leur scolarité au collège Pablo Neruda. Une représentante des parents du collège confie que c'est un quartier assez sensible et ça inquiète les familles. Elle ajoute que certains tentent d'aller dans d'autres établissements publics, mais les dérogations sont difficiles à obtenir. Les autres se tournent vers les 2 établissements privés d'Aulnay qui ne sont pas très loin. Elle estime que ces mesures sont une chance pour l'établissement. Quant aux professeurs, ils jugent que ces dispositions ne seront pas assez efficaces pour renforcer l'attractivité du collège. Marc Boutin, principal de l'établissement, souligne qu'il faut multiplier les possibilités de parcours pour les élèves selon leur potentiel, tout en gardant l'hétérogénéité des classes, réussir à garder tout le monde quel que soit leur niveau. L'équation semble impossible, mais il pourrait et il faut essayer. On a appris de nouvelles informations concernant la nouvelle ministre de l'Éducation, Anne Genetet. Oui, avant de devenir ministre de l'Éducation, Anne Genetet vivait à Singapour. Elle avait fondé une agence de formation, Help Agency, agence qui prodiguait des conseils aux expatriés pour gérer et recruter des employés de maison, aussi appelés helpers. Des internautes ont fouillé dans le passé de la ministre pour y déterrer des posts Facebook sur la page Forum des Français à Singapour, où elle y proposait des cours payants de cuisine aux employés de maison. Y a-t-il des reproches que l'on fait déjà à la ministre de l'Éducation ? Business colonial, c'est ce que l'on peut lire en commentaire sur X. Anne Genetet, ministre de l'Éducation, concocte des recettes pour que les domestiques de Singapour servent correctement les expatriés français, précise Sandrine Rousseau, députée de la 9e circonscription de Paris. Le site officiel de l'agence de la ministre a été supprimé. Des archives permettent de lire le type de conférences et de conseils qu'elle proposait aux expatriés. Salaire, avantages en nature, congés, communication, la liste est longue. Ajustez le salaire de départ à votre capacité d'augmentation future. Les congés ne sont ni obligatoires ni recommandés, mais laissés au libre choix de l'employeur. Une candidate endettée est préoccupée dans son travail et va vous demander des avances de salaire. Voici le genre de conseils que l'on peut lire. Si la ministre ne souhaite pas faire de commentaires, son entourage précise qu'elle s'est engagée en tant que médecin auprès de travailleurs migrants au sein de 2 associations. On se rend à présent dans le Tarn où un adolescent a été roué de coups parce qu'il était homosexuel.
Samedi après-midi, Paul, 17 ans, a été tabassé par une dizaine de jeunes à Mazamet dans le Tarn, motif son homosexualité. Il était accompagné d'une amie, Emma, lors d'une promenade dans un parc lorsqu'ils ont croisé une connaissance, les questionnant sur la nature de leur relation. Paul a précisé qu'il aimait les garçons. C'est à ce moment-là que cette dernière a rameuté une dizaine d'individus de 13 à 20 ans. Voici ce que confiait Paul ce matin au micro d'Apolline de Malherbe sur RMC. Alors au début, je m'attendais pas du tout à me faire agresser parce qu'en fait, les cousines de l'amie à Emma, du coup, elles ont reconnu des membres du groupe qui m'a agressé. Donc elles sont allées parler avec eux parce qu'apparemment c'était de la famille. Et donc elles leur ont dit directement que j'étais gay. Et il y en a 3 qui ont commencé à me tourner autour, à s'intéresser à mon téléphone. Du coup, je l'ai rangé dans la poche. Et c'est après avoir fait une 50aine de mètres que je me retourne et que je les vois arriver en courant, en gueulant des insultes comme sale PD, des trucs comme ça. Emma, elle a fait un maximum pour me défendre. Elle s'est mise entre eux et moi. Enfin, elle m'a pris dans ses bras pour éviter un maximum de coups. Ils ont osé la frapper elle aussi. Douleur au dos, à la mâchoire, hématome et traumatisme crânien, Paul reste en état de choc. Sandy, la mère de Paul, confiait dans la dépêche du Midi: on veut dénoncer ce que l'on fait aux homos dans notre pays, on ne veut pas que la peur soit dans notre camp, on ne va pas se laisser intimider. La présidente PS de la région Occitanie, Carole Delga, et l'association Stop Homophobie soutiennent Paul et dénoncent les comportements des agresseurs. À ce jour, 4 personnes étaient toujours retenues par la police dimanche soir. Nous pensons évidemment à lui. On termine ce journal avec une nouvelle étude de l'association Elle Bouge et Opinionway sur les stéréotypes de genre dans les études et carrières scientifiques chez les filles. 82% des femmes interrogées disent avoir subi des stéréotypes de genre à l'école. Problème, cela ne les encourage pas à suivre des filières scientifiques. L'association Elle Bouge, association qui encourage les carrières techniques, technologiques et scientifiques auprès des filles, sollicite les pouvoirs publics à s'emparer du sujet. Pour Amel Kefif, directrice de l'association, cette sous-représentation se justifie par, je cite, la présence de stéréotypes de genre, le manque de modèles féminins et un environnement perçu comme peu inclusif. Elle Bouge propose mentorat et marrainage afin de mettre en avant des figures féminines, ce qui permet de sensibiliser chaque année près de 40 000 filles au métier de l'industrie. L'enquête est à retrouver sur ellebouge.com. Merci beaucoup Louisa. Comment préparer les élèves à s'ouvrir au monde en les faisant étudier et évoluer dans des environnements fermés, sécurisés, cloisonnés? Est-on dans une ère du tout sécuritaire? Les réseaux sociaux sont-ils une ouverture sur le monde? Autant de questions qu'on va poser à Pascal Clair tout de suite. Bonjour Pascal Clair. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes géographe à Cergy Paris Université, également rattaché au laboratoire EMA, École Mutation Apprentissage, et auteur de Émanciper ou contrôler les élèves et l'école au XXIe siècle. C'est paru aux éditions Autrement. La collection s'appelle Haut et Fort. C'est haut et fort en effet, très dense, je disais juste avant qu'on commence l'interview, très dense dans le sens où il y a tellement de choses à apprendre, à lire. C'est un éveil permanent en fait, un émerveillement permanent. Travailler l'idée de l'espace, vous faites le lien entre l'histoire et la géographie de l'école pour mieux la comprendre, cette école, pour mieux la penser ou la repenser peut-être. Et vous parlez à l'encontre du système éducatif d'un resserrement des espaces et des esprits. À quel moment, selon vous, on a basculé justement dans ce resserrement ? C'est difficile à dire. Je pense que ça se produit au début des années 2000, mais en réalité, dès le 19e siècle et la mise en place de ce qu'on appelle la forme scolaire, c'est-à-dire l'école telle que nous la connaissons aujourd'hui, on est déjà dans cette logique de fermeture, de séparation. J'ai été frappé pendant mes enquêtes du nombre de mes interlocuteurs qui, alors parfois avec quelques hésitations, me disaient mon école ou l'école de mes enfants, ça ressemble un peu, il y avait toujours une hésitation, à une prison. Je l'ai entendu très très souvent. Donc, quand vous dites une prison, c'est pas forcément une prison mentale, c'est une prison dans le sens de l'espace en fait, où tout ce sont des murs assez hauts, des grillages, des sas de contrôle. Oui, puisque comme vous l'avez dit, je suis géographe et donc je suis pas spécialiste des questions éducatives ou des sciences de l'éducation, mais bien que vous voulez vous en parler, vous les remettez aussi en question. Oui, j'en discute beaucoup. Il se trouve que je suis dans un laboratoire de sciences de l'éducation, donc mes collègues m'ont beaucoup aidé à avancer dans ce domaine-là.
Mais mon entrée, c'est la géographie, ce sont les espaces, à quoi ressemblent matériellement, physiquement les écoles. Alors, on va y venir sur l'espace justement et sur l'idée que vous expliquez dès le départ. J'aimerais juste avant reparler effectivement de ce système éducatif et du resserrement donc des espaces et des esprits. Vous associez à cela notamment le système des évaluations ou encore le repli des programmes sur les fondamentaux. En quoi est-ce un resserrement des esprits ? On pourrait penser que l'éducation connectée au monde pourrait être une forme d'ouverture, ouverture à de nouvelles manières d'apprendre, à de nouveaux médias, à de nouveaux enjeux. Et on a parfois l'impression, c'est pas seulement une impression me semble-t-il, qu'au contraire, on recentre en permanence l'école sur ce qu'on appelle les fondamentaux. Alors, je n'ai rien contre les fondamentaux. Lire, écrire, compter, ce sont des bases absolument indispensables pour les apprentissages, mais on a l'impression qu'on reste accroché à ces fondamentaux sans arriver à les dépasser, à les mobiliser pour autre chose. Parce que vous avez l'impression aussi que finalement, peut-être s'émanciper, finalement, devenir autonome fait peur. Et donc, on essaye de laisser les enfants, les élèves dans quelque chose qui reste effectivement de l'ordre de la base, des fondamentaux. Oui, alors cette question de l'émancipation, c'est un des éléments de la conclusion du livre. C'est un point de vue fort que j'affiche là. Après, chacun pourra se faire son opinion par rapport à cela. Mais oui, je pense que l'émancipation, le fait de construire une société d'individus qui peuvent dire haut et fort ce qu'ils pensent, revendiquer, exprimer leur autonomie de jugement ou de décision, ça peut faire peur. On peut lire dès le premier chapitre, chaque rentrée, je l'ai noté de toute façon, mais on peut le reprendre ici, voilà, chaque rentrée, chaque changement de ministre, chaque drame est un pas de plus vers la fermeture. Les mots ne varient guère, sanctuarisation, sécurisation, protection. Une sensation de déjà-vu avec le nouveau gouvernement ? C'est un peu tôt pour en juger. C'était les mots déjà dits dès le départ. Mais j'imagine que c'est ce qu'on va retrouver. C'est annoncé, oui. Vous mettez en exergue le projet effectivement de sécurisation à outrance qui vient s'opposer à celui d'une pédagogie qui prône l'ouverture sur le monde. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre cette ambiguïté, voir cette dichotomie. D'un côté, on prône, et je vous cite, des liens, des articulations, des continuités, des ouvertures, et de l'autre, celui des écoles pensées comme des espaces, des logiques de fermeture et de séparation. Oui, c'est même le point de départ de ma réflexion, puisque au tout début, j'avais à l'esprit cette espèce de paradoxe qu'il y a à finalement fermer les écoles ou enfermer les enfants dans les écoles, c'est le projet déjà au XIXe siècle, pour les préparer au monde. C'est-à-dire on retire du monde pour préparer au monde. Et c'était ce paradoxe-là qui m'intéressait, et je pense que plus d'un siècle après, on en est toujours un petit peu là avec ces mêmes interrogations. Est-ce qu'il faut séparer du monde ou retirer du monde pour préparer du monde? Et même, est-ce que l'on peut le faire? Oui, vous posez cette question effectivement de savoir si oui ou non il faut que les élèves, il y ait une barrière finalement, un sas de décompression, ou en tout cas ce chemin qui amène vers l'école, où on est dans un lieu qui est à part. Ça voudrait dire aussi peut-être que l'instruction finalement à la maison, l'éducation, si je peux dire, l'apprentissage à la maison serait peut-être plus compliqué pour d'autres? Oui, en tout cas, ce passage, c'est ce que j'appelle le devenir élève, comment un enfant ou un adolescent se transforme en élève, alors soit chez lui par anticipation, soit directement à l'entrée de l'école. Et c'est quelque chose qui dit bien la distinction entre l'école et la maison, entre l'intérieur et l'extérieur. Éduquer vient de éduquer, faire sortir un mouvement dans l'espace qui conduit l'enfant ou l'adolescent hors de chez lui. C'est effectivement cette question de devenir élève à laquelle vous ajoutez aussi plein de notions, et on va y venir, qui viennent après, qui sont positives, mais celle de surveillance et celle qui revient dès le début du livre. D'ailleurs, vous décrivez une scène
pour débuter, pour démarrer, vous êtes face à une sorte de micro, vous avez un rendez-vous, on ne sait pas encore où vous êtes réellement, une voix, alors je ne dévoile pas tout, mais enfin ce sont les premières lignes du livre, hein, une voix qui vous parle, c'est austère, c'est froid, en tout cas vous le décrivez comme ça, avec de longs silences, et vous dites, je ne suis pas dans un aéroport ou une prison, mais à l'entrée d'un lycée. Oui, c'est une expérience assez banale, hein, finalement, que beaucoup de mes collègues pourraient décrire aussi. Ce jour-là, j'étais enfermé dans un sas. J'avais pu rentrer, mais je ne pouvais pas sortir. Enfin, en tout cas, je ne pouvais pas sortir du sas du côté du lycée. Je n'avais plus en tête le nom de la personne que je devais rencontrer, et j'avais cette voix qui me posait des questions alors que je venais pour faire mon travail de chercheur dans cet établissement scolaire. Et c'est vrai que ce sont des moments un peu particuliers où on se demande un peu où est-ce que l'on est. Oui, où est-ce qu'on est? Et on l'imagine pour les élèves qui viennent étudier. C'est-à-dire que cette idée qu'effectivement, il y a ce sas, cette voix qui interroge, ce côté contrôlé à chaque fois des élèves qui rentrent à l'école pour apprendre, pour s'émanciper, pour former l'esprit critique. Et vous interrogez, hein, c'est l'objet de ce livre, encore une fois, hein, émanciper ou contrôler, vous interrogez finalement la place de l'école dans la société. Qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants? Oui, j'y reviens, mais c'était vraiment ma question de départ. Qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants? Quel est le projet de l'école? Quel est le projet de l'éducation? Et je le répète, n'étant pas spécialiste de sciences de l'éducation, ce projet, j'essaye de l'interroger par les espaces scolaires et parce que les espaces nous disent ce sur quoi ils nous informent. Alors, l'autre phrase du livre, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, l'école doit être protégée du monde et pour cela s'en séparer. Effectivement, c'est la question qui se pose très très vite dans le livre. On parle ici à la fois de personnes physiques, hein, vous le dites, je le cite, des boulangers, des techniciens ou des médecins, mais aussi des caricatures publiées dans la presse. Vous faites allusion bien entendu à la décapitation de Samuel Paty. Est-ce que cette question qui se pose de savoir qui on doit aussi laisser entrer dans l'école. Comment l'interpréter? Alors, c'est une question complexe qui peut entrer dans l'école, mais aussi qu'est-ce qui peut entrer dans l'école? Il ne s'agit pas simplement de personnes, parce que ces caricatures, en l'occurrence, ça a heurté, bousculé, choqué, surpris. Je ne vais pas revenir sur la légitimité ou non de présenter ces caricatures, mais en tout cas, ce contact entre l'intérieur et l'extérieur, c'est toujours pour les enseignants une espèce de prise de risque. Hein, on utilise parfois dans notre jargon l'expression de questions socialement vives. Il y a toute une série de questions socialement vives qui peuvent susciter des controverses, des débats, des disputes entre élèves au sein des établissements scolaires et qui pourtant font partie de ce sur quoi il faut former les élèves, parce que si ils ne le font pas dans la discussion, dans l'échange, dans l'argumentation avec les enseignants et les enseignantes, ils le feront ailleurs et autrement. Et je crois que là, c'est une partie du rôle de l'école que de prendre à bras-le-corps ces questions du monde. Alors ces questions, toujours dans l'idée effectivement, vous êtes géographe, je le rappelle, donc cette notion d'espace, hein, qu'est-ce qui peut rentrer, qui peut entrer dans l'école? Est-ce que le fait justement de pouvoir se poser cette question-là, de ne pas laisser entrer, mais peut-être à juste titre d'ailleurs, hein, ni les individus, ni des caricatures, ni d'autres formes d'expression. Est-ce que c'est une façon de pousser aussi, d'amener à une sorte de xénophobie, à être reclus sur soi-même aussi? Je ne sais pas si j'utiliserais le mot xénophobie, mais en tout cas... Craindre de ce qui vient de l'extérieur. Oui, une crainte de la différence, de la diversité. Je pense qu'en effet, c'est une des inquiétudes que l'on peut avoir. En fait, ce qui vient de l'extérieur, deux choses là-dessus. Ce qui vient de l'extérieur, d'une part, ça n'est pas scolarisé, au sens où ça n'est pas formaté par rapport pour en faire des objets scolaires, en quelque sorte. Hein. Une carte de géographie dans un manuel scolaire, elle est formatée. Une frise chronologique dans un livre d'histoire, elle est formatée.
les conjugaisons, tout ça c'est fait pour l'école, c'est du savoir tranquille en quelque sorte. Tout le reste n'est pas formaté, donc ça peut être explosif, mais je vois pas comment faire autrement que de s'en emparer dans la sphère scolaire. Et puis la deuxième chose, c'est que de toute façon, par l'intermédiaire des réseaux, par l'intermédiaire du numérique, tout ça est déjà dans l'école. Donc il faut faire avec. Oui, d'ailleurs, avec Internet, est-ce que l'enseignant devient finalement, il n'est plus l'unique détenteur du savoir, devient aussi effectivement une personne qui sait, a priori, et qui enseigne, mais oui. Qui remet en question, voilà, sa position est remise en question. Oui, alors ça fait partie des grandes mutations qui ont eu lieu finalement assez rapidement, mais ça s'inscrit quand même dans une longue durée du rapport au savoir et du rapport à l'enseignant et au savoir, hein, les deux en même temps. C'est vrai que pendant très longtemps, faute de livres, mais là je remonte à des périodes anciennes, hein, le détenteur du savoir, c'était l'enseignant. Aujourd'hui, quand je fais cours ou quand je suis face à mes étudiants, leur ordinateur est ouvert et ils ont sur leur écran une multitude d'autres possibilités d'accès au savoir que ce que je vais pouvoir leur dire. Donc je pense en effet que le métier d'enseignant devra changer, notamment pour cette raison. On vous parlait du formatage il y a quelques minutes. Restons sur l'idée du formatage, puisqu'il y a eu ce débat sur l'uniforme qui est arrivé sur la table, une expérimentation qui a été faite. Vous liez ça aussi, question, alors c'est moi qui le fais de manière assez maladroite, mais c'est beaucoup mieux fait dans le livre, sur les questions de laïcité, sur l'apparence. Vous décrivez les scènes de transformation des jeunes filles, pour certaines qui, quand elles pénètrent dans l'enceinte de l'école, avec de gestes de rabattre le voile qui couvrait leurs cheveux, de le retirer ou de le remettre juste après, devant cette grille, précisément à l'endroit, etc. Ça questionne aussi cette uniformisation. Je parlais du formatage, donc l'uniformisation d'une société, finalement. Vouloir tous être égalitaires, mais à quel prix? Alors, bon, il y a plusieurs questions dans votre question, mais d'abord pour ce qui concerne l'uniforme. Alors d'ailleurs, c'est pas uniforme, hein, mais tenue vestimentaire commune, je crois, le terme qui a été repris, parce que uniforme, ça faisait peut-être songer à d'autres champs. Donc c'est une expérimentation qui a commencé à la rentrée, qui pourrait être généralisée en 2026, hein, d'après le ministère de l'Éducation nationale. Ça peut changer d'ici là. Alors l'idée, en effet, c'est de masquer un certain nombre de différences. Bon, cela étant dit, les différences, elles existent quand même, hein. Mais surtout, ça ne masque pas la très grande hétérogénéité du financement des élèves. Je le cite dans le livre, mais une enquête qui avait été faite par Thomas Piketty et ses collègues montre que les dépenses pour un élève sur une scolarité, ça varie entre 65 000 et 300 000 euros. Et les élèves pour lesquels on va dépenser 300 000 euros, ce ne sont pas souvent ceux qui en auraient le plus besoin. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est notamment pour les classes prépa. Les classes prépa, ce ne sont pas les classes les plus égalitaires du monde, même s'il y a eu beaucoup d'évolutions récemment. Donc, bon, l'uniforme, c'est un moyen de masquer un certain nombre de choses. Par rapport à la question de la laïcité, moi, ce qui me frappe dans le vocabulaire qui est utilisé relativement à la laïcité, c'est toujours la dimension spatiale. Intégration, exclusion, assimilation, ségrégation. Oui. Donc, dans tous ces termes-là, on a une dimension spatiale qui est relativement forte. Et ce qui m'a aussi beaucoup intrigué, c'est que bon, il y a toute une frange de la population et de la classe politique qui est favorable à l'assimilation. Assimiler, ça veut dire faire disparaître en biologie, hein. Donc exclure. Normalement, exclure ceux qui n'adhéreraient pas. Oui, non, mais c'est justement ce que vous mettez en exergue. Mais normalement, non. Voilà. L'assimilation, ça serait de faire disparaître, quand on assimile un aliment, l'aliment disparaît dans notre corps, il est assimilé. Mais quoi. Si on ne l'assimile pas, si on ne l'assimile pas, c'est l'exclusion et la ségrégation. Donc finalement, les tenants de l'assimilation
produisent ce contre quoi ils disent lutter, c'est-à-dire de la ségrégation et de l'exclusion, puisque celui ou celle qui ne veut pas être assimilé, ce qui peut s'entendre, hein, il va devoir aller chercher ailleurs des lieux d'éducation. Alors, il y a la ségrégation aussi qui touche les interdits, davantage qui touche beaucoup les filles, mais vous le lirez parce que comme il nous reste peu de temps, j'aimerais qu'on aborde vraiment le principe aussi d'espace. Espace, c'est-à-dire aussi l'école dehors. Évidemment, ça prend une bonne part de ce livre. Vous faites rentrer déjà la notion de plaisir. Vous citez un poète dont j'ai oublié le nom, j'en suis désolée, qui se désole de voir les élèves s'ennuyer, où les sens somnolent, où les savoirs non ancrés dans des pratiques, des expérimentations se dessèchent. On préfère faire un cours magistral sur les papillons entre quatre murs plutôt qu'aller les voir au dehors. Mmh. Oui, c'est Edmond Blanc-Guernon qui était poète et inspecteur d'académie et qui a été un des premiers à mettre en place les classes promenades. Mais comme l'avait fait Célestin Freinet aussi, hein, ou à peu près à la même époque d'ailleurs, l'idée, oui, d'aller voir dehors, Célestin Freinet parlait beaucoup du vrai, hein, d'être confronté au vrai, parce que c'est vrai que dans la salle de classe, on utilise toujours des représentations de quelque chose, hein, des images qui vont représenter tel ou tel objet, ou des cartes, ou des textes. Donc le dehors, c'est quelque chose qui paraît particulièrement important, et pas seulement pour des raisons de sensibilisation environnementale, hein, mais c'est aussi parce que la vie s'apprend dehors. Mais tout ça, en réalité, aujourd'hui, et c'est très bien, on revisite l'intérêt du dehors en éducation, mais il ne faut pas oublier que depuis Rousseau au moins, l'idée de sortir de l'école pour apprendre, elle est présente. Oui, des travaux sur le sujet montrent que grimper aux arbres améliore la proprioception, j'espère que je l'ai bien dit, la mémorisation et la concentration. Et puis le risque n'est pas toujours où on croit. Toutes les enquêtes concordent. Le vrai danger pour les élèves, donc je cite toujours, aujourd'hui, c'est la sédentarité et le temps passé sur les écrans. Finalement, est-ce qu'on se trompe de combat ? Il est possible en effet qu'on se trompe de combat. D'abord parce que on ne peut pas apprendre sans prendre de risques. Alors, risque intellectuel et risque physique, hein. L'exemple que l'on donne très souvent, c'est l'apprentissage de la marche. Pour un petit enfant, hein, lâcher la main de l'adulte, c'est prendre le risque de tomber, mais il n'y a pas d'autre solution pour apprendre à marcher. On pourrait étendre cela. Et en effet, je pense qu'on se trompe de combat. On confond le risque et le danger. C'est-à-dire que le risque fait partie de l'apprentissage. Se mettre en danger ou mettre quelqu'un en danger, c'est autre chose. Et à force de ne pas vouloir prendre de risques dans l'éducation, eh bien en effet, on va se priver d'un certain nombre d'apprentissages. Et c'est vrai que la sédentarité et puis l'hyperconnexion, hein, il y a eu un rapport ministériel au printemps sur les dangers de l'hyperconnexion. C'est sans doute un vrai combat, mais là aussi, on l'interroge mal, me semble-t-il. Hein. C'est-à-dire qu'en interdisant, avec le projet l'expérimentation qui peut être généralisée à partir de 2025 relativement à l'interdiction du portable, qui est déjà interdit en réalité dans les collèges. Je crois que là aussi on fait fausse route. C'est pas comme ça qu'on va lutter contre l'hyperconnexion. Comment on pourrait lutter ? Je crois que le problème, c'est qu'un portable, c'est quelque chose qui est à la fois génial et terrible. C'est-à-dire qu'en interdisant, on se prive de tout le potentiel d'informations, de données qui sont dans cet appareil. Et puis en plus, on repousse le problème, parce qu'on peut interdire le portable pendant quelques heures à l'école, mais les usages ou les mauvais ou les mésusages du portable, ils vont se retrouver à l'extérieur. Moi, j'ai tendance à penser que l'éducation, ça serait justement d'apprendre à se servir de cet outil-là et de profiter de l'intérêt de l'outil plutôt que de vouloir tout interdire. Merci beaucoup, merci Pascal Clerc d'être venu sur ce plateau. Je vous conseille vivement de lire ce livre Émanciper ou contrôler les élèves et l'école au XXIe siècle, paru chez Autrement, aux éditions Autrement. Voilà, c'est passionnant, on y apprend plein de choses. 20 minutes ne nous ont pas suffi pour pouvoir parcourir tout ce livre, mais tant mieux, courez-y. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau.
Merci à vous. On marque une courte pause et on se retrouve. Chaque matin, dès 6h, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. L'école, c'est le sanctuaire, mais c'est aussi un sanctuaire qui doit protéger nos enfants. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée tous les jours aux élus locaux et régionaux, ainsi qu'à ceux qui font l'école. Initiatives locales, projets éducatifs, l'équipe du MAG met en avant ceux qui cherchent à faire bouger les choses. Et donc nous devons en permanence ajuster, accompagner les jeunes évidemment, mais aussi les familles et faire en sorte qu'ils puissent étudier dans des lieux le plus agréables possible. À 12h30, School TV vous propose de plonger dans l'école du futur. Avec ses invités, Philippine Dolbeau décode et teste les nouvelles technologies mises au service de l'éducation. Comment éduquer nos enfants à l'ère du numérique? Élément de réponse avec une équipe de chroniqueurs à la pointe des tendances tech. Nous, notre point, c'est de dire qu'avec l'expansion du numérique et la prépondérance des écrans, il est normal de donner à la littérature les moyens de se battre à l'heure du numérique. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Je me suis rendu compte que beaucoup d'enseignants aujourd'hui en France se retrouvent à utiliser leur propre téléphone portable, leur propre ordinateur pour faire des contenus ou pour dialoguer avec leurs élèves. C'est indigne. Chaque semaine, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'école de demain, ça doit être d'offrir 1 milliard de possibilités à tout le monde avec le même niveau de satisfaction et de voilà qu'il n'y ait pas les bons, les mauvais. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Éléonore Lacaille. Bonjour. Bonjour Virginie, enchantée. Enchantée, merci d'être avec nous. Vous êtes cofondatrice de Taco Kids. Alors Taco Kids, c'est ça. Waouh! Attendez, j'en ai plein. J'en ai plein sur le bureau, mais je n'ai que 2 mains. Donc voici les 2 premiers que j'ai réussi à attraper. Ce sont des magazines, vous allez mieux en parler que moi évidemment, des magazines pour cultiver l'émerveillement et multiplier le talent des enfants. Plutôt 7-12 ans, a priori. Il faut savoir lire, c'est mieux. Mais on peut être accompagné d'un parent. Tout à fait, voilà, c'est des magazines de découverte pour les 7-12 ans. Idéalement, donc à partir du moment où on est autonome sur la lecture, mais si on a de chouettes parents prêts à lire aux enfants avant, ça fonctionne très bien aussi pour les jeunes et les petits curieux. Alors des magazines pour enfants, il en existe pas mal, on en a tous connu, j'imagine que vous en avez eu pendant votre jeunesse, mais peut-être qu'il y avait un manque, ou en tout cas que vous avez ressenti une sorte de petite frustration sur les possibilités, notamment pour les 7-12 ans, et c'est comme ça que est né Taco Kids. Vous avez créé ça avec une autre jeune femme, dont le nom m'échappe, qui s'appelle Camille. C'est ça? Amélie Carrière. Amélie Carrière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment est née vraiment l'idée? Alors avec Amélie, on a la chance d'avoir toutes les deux des enfants très curieux qui étaient abonnés à plusieurs magazines, mais qui restaient un petit peu sur leur faim, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait soit des magazines généralistes assez divertissants, avec souvent un sujet central bien construit, mais plein d'autres formats courts autour qui encourageaient un peu le zapping. Les enfants restaient un petit peu sur leur faim. Et sinon, il y a des magazines hyper spécialisés, sport, princesse. Donc voilà, on avait nos enfants qui restaient un peu sur leur faim. Et on s'est rendu compte en menant une étude autour de nous, on a quand même interviewé à peu près 500 familles, que en fait, ce constat était partagé par un nombre non négligeable de familles qui avaient envie d'avoir un format un peu plus conséquent, et c'est comme ça qu'est né Taco Kids. L'idée, c'est vraiment d'avoir un seul et unique thème par magazine qu'on décline de la première à la dernière page. Oui, c'est ça. Et puis alors, c'est assez dense, parce que finalement, il y a 44 pages par magazine. Un thème, on l'a dit, par exemple là, la magie des livres. Je vous ai montré les jardins extraordinaires. Il y a Fantastique Optique et évidemment, bien entendu, en avant les jeux. Non, parce qu'on on peut a pas fait passer... un numéro sur les jeux, bien sûr. Oui, on ne pouvait pas passer à côté. Alors c'est vrai que les Jeux Olympiques, on va parler forcément de sport et d'inclusion, mais aussi de plein d'autres choses. Et c'est ça la force de Taco Kids, si j'ai bien compris, c'est de pouvoir avoir un thème central et que vous allez décliner sur l'histoire,
sur effectivement le sport et sur le côté ludique, c'est ça? Exactement. L'idée, c'est d'avoir vraiment plusieurs portes d'entrée sur un thème. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'appelle Taco Kids. Taco, ça veut dire poulpe en japonais. Et c'est pour ça qu'on a choisi cette mascotte avec ses 8 bras. Il nous semblait bien représenter la curiosité tous azimuts des enfants. Et voilà, l'idée, c'est vraiment que dans chaque magazine, on ait plusieurs portes d'entrée. Donc, comme vous le disiez, une porte historique, artistique, technique, nature. Ça permet à chaque enfant en fait de trouver la porte d'entrée qu'il préfère et ensuite de naviguer comme il le souhaite dans le magazine. Et ce qu'on a choisi aussi de faire, c'est que dans chaque rubrique, vous avez des choses à lire. Ça peut être des récits, des articles, des interviews et des jeux, des activités. Voilà, comme ça, il y en a vraiment pour tous les goûts et toutes les envies. Oui, parce que si par exemple on reprend donc en avant les Jeux pour les Jeux olympiques et paralympiques, on va commencer effectivement donc avec toujours ce poulpe qui est là, qui est présent, que l'on retrouve, qui est rassurant aussi pour les enfants, bien entendu. On va comprendre effectivement comment les Jeux sont arrivés, effectivement l'histoire de l'olympisme et bien entendu tout ce qui s'est passé après. Et on va ensuite pouvoir avoir un petit côté ludique, donc des jeux à la mode antique et comprendre. Donc là, à toi de jouer par exemple avec les règles bien particulières. Vous arrivez à associer finalement toujours l'information au jeu. C'est ça, c'est l'idée d'avoir une approche très complète et ludique pour les enfants. Donc on se met vraiment à leur hauteur, mais on sait voilà, qu'ils sont très curieux, comme je le disais, et qui font très facilement, eux, les liens d'une rubrique à l'autre entre les différentes facettes d'un projet. Et donc voilà, là l'idée c'était vraiment de pouvoir tout associer. Ceux qui ont envie de lire vont lire, ceux qui ont envie de jouer vont jouer, et ceux qui sont vraiment très curieux vont pouvoir tout faire. Et on associe aussi voilà, des activités manuelles, créatives. Ça permet vraiment de nourrir les enfants sur le long cours. Les retours qu'on a de nos jeunes lecteurs, c'est que c'est pas un magazine qu'on lit à toute allure et qu'on laisse dans un coin. On s'y plonge, on s'y replonge, seul ou en famille. Les parents nous font aussi beaucoup de retours en disant « j'ai appris plein de trucs, c'est génial », mais de façon toujours très ludique et accessible. C'est pour ça qu'il est trimestriel d'ailleurs, parce que c'est suffisamment complet. Alors je ne doute absolument pas de votre culture, mais pour pouvoir rédiger un tel magazine si complet, justement, vous devez vous entourer peut-être soit d'étudiants ou d'enseignants ou d'experts en la matière. Alors tout à fait. Ce qu'on fait à chaque numéro, c'est qu'on choisit un spécialiste qu'on interview. Donc on a eu une paysagiste pour les jardins, un libraire pour les livres, une ophtalmo pour celui sur l'optique. On a interviewé beaucoup de sportifs ou un préparateur physique pour les JO. L'idée c'est vraiment d'avoir des spécialistes qui nous aident. Nous on a l'habitude avec notre formation académique de faire des recherches, de restituer du contenu, mais qui nous confirment la justesse du propos. Et c'est aussi une façon à chaque fois d'avoir ces interviews, de pouvoir montrer justement aux enfants de façon très concrète un métier. Et c'est vraiment très intéressant pour eux d'avoir un spécialiste qui se met à leur hauteur et qui communique avec eux en direct. D'autant qu'il y a effectivement le fond, mais aussi les illustrations qui sont absolument incroyables. Alors on voit donc toujours le poulpe au départ, quand on voit là pour les jeux, mais vous voyez cette carte du monde avec les illustrations, j'espère qu'on le voit bien, c'est pas toujours aisé de pouvoir montrer ça en plateau, mais les récompenses en question, dont on voit les reprises effectivement des photos des jeux, c'est à la fois très bien illustré et en même temps on arrive à y apprendre plein de choses. L'illustrateur, c'est quelqu'un, c'est une bande, oui, c'est quelqu'un, il s'appelle Alexandre Jusa et on aime beaucoup sa patte à la fois malicieuse et poétique. On trouve que ça donne vraiment corps à ce qu'on voulait donner aux enfants. Et on a aussi une très chouette graphiste qui s'appelle Juliette Couster et qui arrive à nous faire ces très belles maquettes à la fois très colorées mais très aérées. Et on a aussi cette démarche écologique, on évite les grands aplats de couleurs pour économiser l'encre et ça fait partie aussi d'une démarche responsable qui nous tient à cœur. Alors là, typiquement, toujours sur le numéro en avant, les jeux, on voit qu'on peut étudier aussi la science. La science, forcément, qui va avec le sport, ça paraît assez évident quand on le dit, mais finalement, c'est beaucoup plus intéressant de la comprendre. Le sport à bras-le-corps, donc le cerveau et les muscles. Comment vous avez fait pour pouvoir justement amener les plus jeunes comme les moins jeunes? Parce que 7 ans, on est en CP, enfin on sort de CP, peut-être CE1, puis après 12 ans, on est 6e, 5e. Comment vous faites pour pouvoir intéresser tous les âges? C'est effectivement une très bonne question et un vrai petit défi pour nous. À chaque fois, il y a différents niveaux de lecture. On fait des encarts très colorés avec souvent des remarques de Taco, donc le petit poulpe qui accompagne les lecteurs tout au long du magazine. Donc voilà, il y a des infos qui pop, on va dire, qui sautent aux yeux et on peut approfondir ensuite. On a aussi mis en place un système de mots en gras pour que là aussi les choses ressortent pour les enfants. Et c'est vrai que dans l'élaboration du magazine, on a travaillé avec une vingtaine d'enseignants. Donc ça nous a aussi permis de faire quelque chose qui soit très adapté aux enfants tout en restant
restant très ludique. Et c'est d'ailleurs un support qu'on décline aussi bien pour le public individuel à la maison que pour les scolaires. On a conçu des packs pour les enseignants. Et donc voilà, Taco est présent dans plusieurs écoles déjà pour accompagner les enseignants qui sont de plus en plus nombreux à mettre en place dans leur classe ce qu'on appelle la pédagogie de projet. C'est-à-dire là aussi d'avoir un thème fédérateur auquel ils raccrochent les maths, les sciences, l'histoire. Et donc c'est un très bon support aussi en classe. C'est ce qui va avec la pédagogie STEAM qu'on appelle Exactement. STEAM. Voilà, STEAM. Donc ça nous vient des États-Unis. Ouais. C'est un acronyme pour dire sciences, techniques, ingénierie, arts, mathématiques. Et voilà, c'est vraiment une approche pluridisciplinaire qui nous tenait à cœur parce que voilà, ça permet à tous les enfants de s'approprier un sujet et de nourrir leur curiosité tous azimuts. On sait que à l'école, au fur et à mesure, l'enseignement se segmente un petit peu. Il y a beaucoup d'enseignants qui développent en contrepoids cette pédagogie de projet et qui fonctionne très très bien auprès des enfants. Et c'est ce qu'on a voulu faire aussi, nous, à notre échelle, dans ce magazine. Pour les classes, c'est un support donc pareil qui est édité aussi ou alors c'est numérique? Comment ça se passe? Alors, les deux, c'est-à-dire qu'on a le magazine en support et on a des fichiers numériques en complément pour les enseignants qui peuvent ensuite utiliser dans leur classe selon leur séquence de travail. D'accord, et retrouver à la maison effectivement le magazine à part entière tel qu'il est. Alors cette méthode dont on parlait, STEAM, a quand même vous a valu vous, notamment chez Taco Kids, les trophées de l'éducation 2023. On peut être fiers. Voilà, on est très fiers parce que on a un support qui est familier des enfants, le magazine, mais avec une pédagogie qui est vraiment innovante. Et on est très heureuse qu'elle ait été reconnue comme ça par des professionnels de l'éducation. Comme je vous l'ai dit, on était accompagnés d'enseignants, on était très confiantes sur notre approche et ça fait toujours très plaisir quand elle est reconnue par des professionnels. Une interview aussi peut-être, alors vous l'avez dit, effectivement qu'il y a la thématique choisie, donc sportif, artiste, peut-être ingénieur ou chercheur. Des interviews aussi peut-être d'enfants ou en tout cas des enfants qui veulent prendre la plume aussi au sein du magazine, c'est possible ça? Alors tout à fait, on reçoit de plus en plus de courriers des lecteurs, donc on n'a pas encore créé une rubrique tout à fait dédiée à ça, mais on a de plus en plus de questions, donc on réfléchit vraiment à pouvoir mettre ça en valeur dans le prochain numéro, de pouvoir mettre la parole des enfants plus en avant. Eh bien, merci beaucoup, Éléonore Lacaille, d'être venue sur le plateau du Grand JT. Je rappelle donc Taco Kids et la magie des livres, Taco Kids Fantastique Optique. Ils sont encore tous Ils sont encore disponibles sur notre site internet. Il y a à l'unité ou en lot. Donc ça peut être une bonne façon de commencer l'année, de programmer comme ça plein de découvertes pour accompagner les enfants en cette période de rentrée scolaire. Bon, si vous avez raté les jeux, c'est possible. En avant les JO, en avant les jeux plutôt, et les jardins extraordinaires. Le prochain apparaître, on peut savoir ou pas? Alors c'est encore un peu confidentiel, mais il se dit dans l'oreillette que ce sera sans doute sur les robots. Voilà. Peut-être. Dans l'oreillette, vous entendu, c'est la régie qui l'a dit en fait. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci Éléonore Lacaille. Donc Taco Kids disponible évidemment sur la plateforme, j'imagine. Merci à vous. On va retrouver Louisa pour sa chronique. Louisa, vous nous emmenez au Canada où le pays a décidé de réduire le nombre de permis d'études pour les étudiants étrangers. C'est un privilège de venir au Canada, ce n'est pas un droit, a précisé le ministre de l'Immigration Mark Miller. Pourtant, en 2022, le pays ouvrait ses frontières pour pallier le manque de main-d'œuvre. Depuis, difficulté à trouver un logement, marché de l'emploi sous tension, services de santé sous pression, le Canada durcit les conditions d'études sur son territoire. Comme l'a précisé Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, sur son compte X, on va réduire de 35% le nombre de permis accordés aux étudiants étrangers cette année et encore de 10% l'année prochaine. L'immigration est un avantage pour notre économie, mais quand de mauvais acteurs abusent du système et profitent des étudiants, on doit agir. Quand on parle là, le Premier ministre, effectivement, quand il parle de mauvais acteurs... Eh bien, il fait référence aux agents d'immigration qui avaient falsifié plus de 100 lettres d'acceptation afin de permettre à des étudiants internationaux d'étudier et d'entrer au Canada. Alors, le pays ne va pas seulement diminuer de 10% le nombre de permis d'études. Le Canada prévoit de réduire le temps de travail pour les étudiants étrangers, retirer le programme pour les travailleurs étrangers temporaires et restreindre les permis de travail des conjoints d'étudiants. Réduire à 437 000 le nombre de permis pour étudiants internationaux en 2025 contre 485 000 cette année. Voici donc la volonté du gouvernement. Et donc les conséquences pour les universités, quelles sont-elles? Eh bien, programme, nombre d'inscrits, une répercussion directe sur l'enseignement. On écoute Julia Scott, vice-présidente aux membres à l'Université Canada, au micro de Radio-Canada.
Et les universités devront chercher des moyens de réduire leurs dépenses, ce qui pourrait se traduire par une diminution des programmes ou des cours ou encore par une réduction de services aux étudiants. Donc, nous nous préoccupons de l'avenir. Quand même, les universités sont résistantes, mais nous ne pouvons pas nous permettre une autre série de messages du gouvernement fédéral disent aux étudiants internationaux qui sont plus les bienvenus au Canada. Nous souhaitons travailler avec les autorités pour vraiment élaborer des solutions qui répondent aux priorités en matière d'immigration, mais tout en préservant le rôle fondamental des étudiants internationaux dans la prospérité du Canada et de ses universités. Pour les représentants d'universités, cette diminution du nombre d'étudiants étrangers soulève d'autres problèmes. Le rayonnement à l'international du pays, les conséquences sur la recherche et l'innovation, la dépendance du pays pour les étudiants étrangers, le manque d'investissement dans l'éducation, les disparités financières entre les établissements, la liste est longue. Et comment ça va se passer pour les étudiants qui voudront renouveler en fait leur année au Canada? Oui, et bien selon le quotidien The Globe and Mail, c'est près de 203 000 étudiants qui ne pourront pas renouveler leur statut de résident. Alors on va entendre le témoignage de Clara, 33 ans, qui après une expérience en hôtellerie en France a souhaité reprendre ses études au Canada, mais en graphisme cette fois. Elle était au micro d'Alexis Gacon dans Reportage International sur RFI. Les conséquences, c'est que moi j'avais basé tout mon avenir sur cette reprise d'études qui était essentielle pour moi et qui était en fait mon objectif à court terme et à long terme. Et en fait, tout ça, ça tombe à l'eau. Je suis dans un statut où je ne vais pas pouvoir travailler ici en attendant. Je vais devoir repasser en tant que touriste. En fait, j'étais tellement à des années-lumière de me dire que je pouvais ne pas avoir ce permis d'études que j'ai pas anticipé d'autres solutions. Pour moi, c'était évident que j'allais l'avoir. Alors on peut lire d'autres témoignages similaires dans le quotidien québécois La Presse. Simon, étudiant français en soins infirmiers, devra retourner en France après 3 années d'études au Canada et dit avoir le moral dans les chaussettes. Célia, éducatrice dans le secteur de la petite enfance, raconte dans Le Devoir, journal québécois, être dans l'attente de son permis de travail depuis 9 mois. Ceci lui cause des difficultés financières et sans réponse rapide, elle devra retourner en France. Mais le Canada reste tout de même la première destination des étudiants internationaux. Et alors que certaines universités françaises atteignent déjà un taux d'accueil maximum, il faudra attendre la rentrée prochaine pour évaluer les impacts directs sur les écoles et les universités françaises. Aussi, si la nomination de la nouvelle ministre française de l'Éducation nationale, Anne Genetet, inquiète les syndicats de l'enseignement, reste à voir si son programme proposera des solutions pour ces étudiants qui devront quitter le Canada. En attendant, toutes les informations relatives aux études et à l'immigration sont à retrouver sur le site du gouvernement canadien, www.canada.ca, onglet Immigration et citoyenneté. Ça ne nous empêche pas de saluer tous les Canadiens qui nous regardent sur School TV, évidemment. Merci beaucoup Louisa. Tout de suite, c'est meilleur de School TV avec le ZAP. Votre région a mis en place un portail unique, numérique, pour les manuels numériques aussi. Ça s'adresse aux élèves et aux enseignants. En quoi ça consiste pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément encore ce portail et pourquoi c'était une priorité de la région en cette rentrée 2024 ? Alors, comme vous le savez, les régions s'occupent des lycées. Donc, cette plateforme concerne effectivement les 450 000 lycéens et les 45 000 enseignants des 470 lycées de la région Île-de-France. Donc, on voit que c'est quand même un volume relativement important. Ouais. Et c'est ce qui explique aussi qu'on voulait simplifier cet usage. La région a fait le choix, et sa présidente Valérie Pécresse, d'acheter les manuels scolaires à la place des familles. Puisque ce n'est pas une compétence de la région, en théorie, c'est aux parents d'acheter les manuels. Et depuis un certain temps, on a fait le choix de le faire. Au moment de la réforme du bac en 2019, s'est posé la question, est-ce qu'on rachète des manuels papier, des manuels numériques ? Et on a offert l'opportunité aux établissements de choisir manuel numérique, manuel papier. Et du coup, on se rend compte qu'au niveau manuel numérique, les élèves ou les enseignants peuvent avoir 6 ou 7 interfaces différentes. Soyez chez Hachette, Editis, enfin les différentes maisons d'édition, chacun a son interface. Et c'est vrai que c'était peut-être un peu compliqué, on s'est rendu compte en termes d'usage, en termes d'études, avec différents portails. Et on s'est dit que finalement, dans cette volonté de renforcer l'usage de ces manuels, il fallait installer cette plateforme. Ça a pris un peu de temps, il y a eu des échanges, on est évidemment dans le cadre de marchés publics, donc des appels d'offres. Ouais. Et aujourd'hui, pour cette rentrée 2024,
on arrive à ce portail et on le lance là maintenant. Et quels sont les types d'actions que vous mettez en lumière ? Oui, alors en fait, ce que l'on a mis en place, c'est vraiment une approche systémique, universaliste, puisqu'on parle du monde entier et venir aux racines des problèmes dans notre humanité. Et donc, on a mis en place une devise qui dit « de l'inspiration naît l'action ». Et c'est vraiment notre feuille de route, c'est vraiment notre système. C'est une méthode plus que oui, c'est ça, c'est-à-dire que tout ce que l'on pédagogiques. fait, que ce soit au niveau médiatique ou que ce soit les programmes de terrain, va véritablement suivre cette logique. Et donc, de l'inspiration naît l'action. Dans les écoles, vis-à-vis des professeurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va leur préparer, on a conceptualisé en fait des programmes d'accompagnement vers l'action qui vont se déployer tout au long de l'année scolaire et qui vont suivre cette logique. Donc les premiers ateliers vont être très inspirationnels. C'est ça, c'est pas un one shot. Hein. Il y a tout un suivi tout au long de l'année, quoi. Exactement. Hein. Donc, tout est balisé. Ouais, et c'est ça qui est formidable, c'est que en même temps, évidemment, le professeur va s'en emparer, va le mettre à sa patte, avec son style, avec sa personnalité. Et ce qui est super, c'est que c'est le professeur lui-même qui va vivre cette aventure humaine pendant toute l'année scolaire avec ses élèves et qui va être l'animateur de tout cela, parce que on vient pas se substituer aux professeurs. On a vraiment un respect absolu aussi pour leur savoir-faire et la connaissance qu'ils ont de leurs élèves et du contexte dans lequel ils évoluent. Et en fait, on va avoir donc un certain nombre d'heures qui vont être dédiées à cette inspiration, c'est-à-dire comment aider l'élève à mieux se connaître lui-même, à monter en estime de soi, à porter un regard différent sur l'autre, donc un chemin d'altérité qui va amener un certain vivre ensemble, une certaine confiance dans la classe. Donc on va créer une entité classe finalement, et en même temps changer de regard et de relation avec le professeur des deux côtés. On va commencer par les termes refus scolaire anxieux. Au fond, il est mal nommé, dites-vous. C'est pas un refus au sens propre. Bah oui, parce qu'en fait, ne refuse pas, contrairement au titre de livre, c'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas aller à l'école. Et une lettre, ça change tout. Alors au départ, les parents pensent qu'il ne veut pas, il veut plus aller à l'école. C'est pour ça qu'on a écrit le titre. Puis très rapidement, on se rend compte que c'est pas qu'il ne veut pas, il a envie d'y aller, mais il ne peut pas. Avec des signaux annonciateurs extrêmement multiples et une bonne façon déjà d'aider son enfant. Et là, je le redis, ça vaut absolument pour toutes les situations, et y compris pour des enfants qui ne feront pas de refus scolaire anxieux, parce que ce sont quand même des petits signaux de malaise qu'on peut repérer. On repère à l'avance, alors ça peut être un peu d'anxiété au moment d'aller à l'école, ou juste avant un contrôle, ou alors l'idée de monter dans le bus. Ils vont éviter. Et quand ils commencent à éviter de prendre le bus, de passer par la grande porte, ou alors manger à la cantine quand tout le monde est parti, ne plus aller aux toilettes, éviter les toilettes, tout ce qui est évitement, ça peut créer un peu de l'anxiété derrière. Il faut aller creuser un petit peu le sujet. Et ça peut dire qu'il y a un sujet, pas forcément grave, mais possiblement grave. Autant essayer de le détecter. Ça prend aussi des formes différentes selon les âges. Oui, c'est ça. Quand ils sont Vous faites petits, des tableaux. Oui, quand ils sont petits, c'est plus l'enfant qui va exprimer des émotions un peu fortes, comme il va pleurer, il va être en colère, il va pas être content, il va peut-être aussi avoir des symptômes physiques, c'est-à-dire qu'il va vomir, avoir mal à la tête, avoir carrément de la fièvre. Donc au départ, on peut penser que c'est une gastro. Les médecins vont mal orienter le départ. Et puis à l'adolescence, c'est peut-être plus refoulé, plus caché. On va avoir des absences perlées. Ils vont éviter certains cours. On va les retrouver dans les couloirs au collège ou au lycée. J'avais certains élèves comme ça qui venaient à certains cours, puis pas à d'autres parce qu'ils étaient un peu stressés pour certains cours. Et on les retrouve à l'infirmerie. Elle se base sur quelle plateforme justement Alors le gagnant de ce marché a été la société Pearltrees, une start-up francilienne avec qui on travaillait déjà au moment du Covid. On avait lancé Pearltrees pour les enseignants. Je dirais que c'était un peu sa première version, sa première brique. C'était le feuille colle ciseaux de l'enseignant. Parce que l'enseignant, quand il fait son cours, il prend jamais le manuel dans son intégralité. Il recrée, il prend des contenus, il va à côté, il va sur Internet, et il a besoin de rassembler. Et en fait, finalement, Pearltrees, dans sa première brique, offrait cette possibilité à l'enseignant d'agréger tous ces contenus de manière facile, ergonomique, et de pouvoir les diffuser. Et c'est ce qui vous a plu dans ce qu'elle propose? C'est ce qui nous a plu parce qu'en fait, presque 2/3 des enseignants de la région Île-de-France se sont appropriés cette brique. Donc il y a déjà une connaissance et un usage intensif. Et on sait que c'est important, on a beau proposer une brique techno, il faut que les enseignants et les élèves se l'approprient. Et on avait déjà cette possibilité-là. Et derrière, on s'est dit, par rapport à cet investissement, puisque la région met quasiment 10 à 12 millions d'euros par an dans ses manuels chaque année, on voulait que ça soit pleinement utilisé, vraiment utilisé, et on avait quelques doutes. Doutes qui sont difficiles à objectiver,
aussi avec des interfaces différentes puisque nous n'avions aucune donnée d'usage. Avec votre programme, j'ai l'impression qu'il y a bien sûr la dimension projet, il y a aussi la dimension oralité. En quoi elle est importante ? Alors c'est très important parce qu'en fait, la prise de parole, c'est aussi nécessaire dans tout ce qui est mixité sociale, égalité des chances, etc. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a une discrimination très forte dès lors que vous ne maîtrisez pas la parole. Et il y a d'un côté, évidemment... Et en fait, en France, c'est vraiment quelque chose de très marqué. C'est différent dans le monde anglo-saxon, oui, j'ai l'impression. Oui, alors effectivement, parce que justement, ils travaillent beaucoup l'oralité depuis toujours. Et on le voit dans la manière dont les présentateurs télé, etc. Mais en réalité, même dans les conférences étudiantes, il y a vraiment une aisance dans la prise de parole, mais parce que c'est accompagné depuis le tout début de leur... Mais après, il y a une culture, puis il y a une culture aussi littéraire fortement marquée en France, qui finalement est aussi un facteur d'inégalité sociale, en fait, et qui vraiment relève de l'histoire particulière de la France. Donc en fait, il y a un vrai gros enjeu là-dessus, oui. Dans les facteurs annonciateurs ou aggravants, et qui concernent là encore les éducateurs en général, il y a par exemple le harcèlement scolaire, qui est un vrai motif pour lequel à un moment donné les enfants craquent. Il y a une campagne d'ailleurs qu'on voit au cinéma en ce moment en France sur ces questions-là, où un enfant harcelé dit il y a du harcèlement, mais il y a aussi des fois des choses, juste des petites insultes, etc. Le harcèlement, c'est qu'en fait les choses, elles sont violentes, répétitives et qu'elles durent dans le temps. Quand on a parfois juste des moqueries, des choses comme ça, donc c'est pas du harcèlement, mais ça fait tout autant souffrir. Donc en fait, il y a différents degrés dans tout ça, et ce que j'essaye de dire dans ce livre-là, c'est qu'il faut donner les clés à l'enfant pour qu'il devienne assertif. Assertif, c'est pas qu'il soit passif, qu'il se laisse faire, c'est pas qu'il soit agressif, mais entre les deux. C'est-à-dire capable de dire non à l'autre, tout en respectant l'autre et en se respectant soi. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend parce que quand on est très intimidé, quand on se fait embêter, menacer, harceler ou insulter dans les cours de récréation. Chose qui est vraiment menée courante. Maintenant, dès la 6e... Même avant, il y a du harcèlement à l'école primaire. Mais en 6e, les niveaux d'insultes dans la cour de récréation... ça monte considérablement. Il y a aussi une culpabilité de l'enfant qui n'est pas évidente à porter, qui a du mal à avoir cette attitude assertive, si je reprends C'est ça, l'enfant qui n'arrive pas vraiment et qui se cache et qui se dit plus je vais me cacher dans un petit coin, plus on va me laisser tranquille. Et c'est l'inverse qui se passe. Quand on se met en retrait, quand on devient passif, la personne qui harcèle, elle va encore venir davantage parce qu'elle se rend compte qu'on est victime et qu'on est vraiment une proie facile. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous suivre. Merci à toute la rédaction. Merci beaucoup Louisa aussi. Vous revenez vite ? Oui, semaine prochaine. Voilà, avec les bras. Merci à la réalisation, à Elisa Bernardo. Le son, c'est Sully. Le maquillage, c'est Emma Razafine-Dralambeau. Et Laura Girard et Emma Ferret à la rédaction. Très belle soirée. Ciao, à demain.